Les actions, un bref aperçu. Dans cette leçon, il sera question de certains aspects juridiques liés aux actions et nous discuterons de la relation entre le risque versus le rendement d'une action. Bien que les entreprises qui émettent des actions à la bourse sont beaucoup plus grosses que la petite crèmerie que vous voyez à l'écran, je vais me servir de cet exemple d'une crèmerie pour illustrer ce que représente en fait une action. Donc, je me sers de cet exemple de la crèmerie pour montrer que une action, c'est un fragment d'entreprise. Vous avez ici 100 fragments d'une entreprise de cette crèmerie. Donc, chacune des cellules représente une action. Alors, lorsque l'on possède une action, on est en fait un propriétaire. Posséder des actions, par exemple de cette crèmerie, signifie être propriétaire partiel ou complet de la crèmerie. À partir de cet exemple simplifié, supposons que le marché estime que la valeur de ce commerce est de 20 000 et que le propriétaire ait émis 100 actions. Alors, on peut à ce moment-là comprendre que le prix de l'action sera de 200 initialement. Et si, pour une raison ou pour une autre, le marché en venait à reconnaître que la valeur de cette entreprise est davantage que 20 000 on pourrait s'attendre à ce moment-là à voir le prix de l'action augmenter. Toujours dans cet exemple simplifié pour illustrer ici ce que représente une action, supposons que cette entreprise fasse 2 000 de profit par année. On pourrait alors se poser la question, un détenteur d'une action s'attendrait à obtenir quel profit pour son action? Alors, c'est ce que nous voyons ici à l'écran. Bénéfice par action, en anglais, earning per share, ce qui finalement correspond au profit pour le détenteur d'une seule action. Alors, comment obtenir ce 20 On prend les profits de 2 000 et on divise par 100 actions, ce qui représente les bénéfices, un bénéfice par action de 20 Alors, bien sûr, nous allons revenir ultérieurement sur certains indicateurs, sur certaines mesures de la rentabilité des entreprises. Mais en voilà une qui est très importante, les bénéfices par action. Et lorsque les bénéfices par action sont à la hausse, alors généralement, on s'attend à une hausse dans le prix de l'action, dans le cours de l'action. Alors, c'est comme ça, de façon très simplifiée, que s'obtient le bénéfice par action. Une autre mesure très connue se trouve à être le ratio cours-bénéfice, en anglais, price earning. On voit qu'il est ici de 10. Alors, comment on obtient cette valeur de 10 et que signifie-t-elle? Alors, nous avons à prendre ici le prix de l'action qui est de 200 et nous divisons par le bénéfice par action qui est de 20 et c'est comme ça qu'on obtient le ratio cours-bénéfice qui est une mesure très connue. Qu'est-ce qu'elle signifie, cette mesure ratio cours-bénéfice? Mais ce qu'elle signifie, c'est qu'une personne qui achèterait une action comme celle de notre petit commerce devrait payer 10 ultimement pour obtenir 1 de profit pour son action. Alors, ça nous indique finalement si le prix à payer pour l'achat d'un titre est élevé ou peu. Et on peut comparer généralement le ratio cours-bénéfice d'une entreprise
à une autre qui œuvre dans le même secteur de l'économie. Maintenant, lorsque le marché s'attend à ce qu'une action, un titre est très prometteur et va monter dans le futur, il est possible que ce ratio court-bénéfice soit très élevé, ce qui signifie à ce moment-là que le marché anticipe une rentabilité importante pour l'entreprise. Alors, il y a bien des façons d'interpréter le ratio court-bénéfice. On reviendra sur cette idée. Je veux juste vous le présenter aujourd'hui, donc, dans un premier temps. Donc, le ratio court-bénéfice, on l'utilise en comparant avec des entreprises qui sont issues d'un même domaine. Vous remarquerez aussi que lorsqu'une entreprise ne fait pas de profit, il n'y a pas de logique à utiliser le ratio court-bénéfice, court divisé par 0, là, ou encore lorsque l'entreprise fait des pertes, on ne parle pas vraiment là, de ce ratio à ce moment-là. Et enfin, sur les marchés boursiers en général, quand on fait la moyenne des ratios court-bénéfice, on arrive souvent, là, globalement, à des chiffres qui sont entre 20 et 25 fois les profits. Alors, c'est une indication du prix, si on peut dire, des actions. Alors, certains vont préférer sortir des marchés boursiers lorsque, globalement, les ratios court-bénéfice sont très élevés et le rendement est moindre. Et pour y revenir subséquemment, lorsque les ratios court-bénéfice, globalement, seront moindres, chacun a sa stratégie. Alors, vous remarquerez la dernière ligne 1 divisé par ratio court-bénéfice, return, le rendement. Alors, vous achetez 1 $ d'une action, ça vous permettrait d'obtenir quel pourcentage de profit pour cette action. Il est intéressant de faire ce calcul pour l'ensemble du marché boursier. Alors, quand on a un ratio court-bénéfice qui est globalement élevé, dans un marché boursier, ça va donner des rendements moins élevés. Et à ce moment-là, certains vont préférer sortir des marchés boursiers pour aller, par exemple, dans les marchés obligataires et ils reviendront dans les marchés boursiers lorsqu'ils anticiperont des hausses prochaines du rendement. Alors, certains investisseurs vont se servir de cette dernière donnée, là, 1 sur ratio court-bénéfice, pour prendre des décisions globales d'investissement. Alors, qu'est-ce qu'une action ordinaire? C'est une façon pour l'entreprise d'obtenir du financement en perdant un peu de son pouvoir décisionnel, puisque lors de l'Assemblée des actionnaires, les décisions vont se faire au prorata du nombre d'actions ordinaires. Mais tant que les propriétaires ont la majorité des actions, évidemment, c'est eux qui vont pouvoir orienter l'entreprise dans la direction souhaitée. Une action ordinaire, c'est un fragment de propriété d'une entreprise donnant un droit de regard quant aux orientations de l'entreprise. L'actionnaire a le droit de vote. Plus on détient d'actions, plus le poids du vote est important. Qu'est-ce qu'une action privilégiée? Alors, c'est un titre d'entreprise ne donnant pas de droit de vote, sauf exception, mais qui procure généralement des paiements de dividendes plus réguliers. En cas de dissolution de l'entreprise, si elle fait faillite, l'actionnaire privilégié va passer devant l'actionnaire ordinaire. Alors, l'action privilégiée donne un droit prioritaire par rapport aux détenteurs des actions ordinaires. Alors, les personnes qui ont déjà suivi des cours de comptabilité ou du droit des affaires ont probablement une bonne idée de ce que ça représente une action ordinaire par rapport à une action privilégiée. Expliquons ici la distinction principale. L'action ordinaire, au niveau du droit de vote, elle confère un droit de vote. Alors, lorsque vous avez des actions ordinaires, vous pouvez voter toute proposition amenée devant l'Assemblée des actionnaires. Et le plus souvent, c'est un vote par action détenue, alors que les actions privilégiées ne confèrent pas ce droit de vote. Donc, ça, c'est une distinction à faire entre les deux au niveau légal. Au niveau de la participation à la croissance, comment vont se répartir les bénéfices, les profits? Alors, pour les actions privilégiées, la bonne situation financière de l'entreprise augmente le degré de sécurité de l'action privilégiée,
mais ne se traduit pas par un dividende supérieur pour ce dernier. Alors, les actions privilégiées, ce qui les distingue le plus souvent, c'est que l'entreprise va verser à l'actionnaire privilégié des dividendes plus réguliers, donc plus réguliers que pour l'actionnaire ordinaire. Mais si l'entreprise en venait à faire des profits importants subséquemment, ces profits importants seraient envoyés aux actionnaires ordinaires en priorité. Ce qui va impliquer quoi? Ce qui va impliquer que généralement, le cours d'une action ordinaire, le prix, est davantage volatile. Il bouge plus que pour l'action privilégiée. Alors, voyez-vous, vous pouvez, comme investisseur financier, préférer une action privilégiée qui va être plus stable, qui va vous donner des dividendes de façon plus régulière si vous n'aimez pas particulièrement le risque, alors que pour le détenteur d'une action ordinaire, une hausse des bénéfices de l'entreprise pourrait se traduire par plus de dividendes et nécessairement à ce moment-là une appréciation du cours et de bons gains en capital. Alors, il y a deux types d'actions, les actions ordinaires et les actions privilégiées. Alors, il y a deux sortes d'actions ordinaires, les actions avec plein droit de vote et les actions subalternes. Alors, le plus souvent, les actions disponibles sur les marchés, ce sont des actions avec plein droit de vote. Et c'est normal, puisque le détenteur d'une action ordinaire prend un risque, alors il a des droits. Malheureusement, certains types d'actions ont été créés ces dernières années, on les appelle des actions subalternes. Elles ne confèrent pas un plein droit de vote. Parfois, on peut les reconnaître, ces actions subalternes, par l'appellation qui leur est associée. Catégorie A, par exemple, catégorie B ou catégorie C. Quant aux actions privilégiées, elles peuvent conférer différents types de droits. Je vous laisse le document PowerPoint. Vous pourrez le consulter avec plus d'attention avant de procéder à l'achat d'une action privilégiée, c'est toujours bien de s'informer sur les droits qui lui sont associés. Pourquoi c'est intéressant de détenir des actions? Alors, il y a une possibilité d'appréciation de l'action, du cours de l'action. Et si on revend l'action après l'avoir achetée précédemment à un prix inférieur, bien, on fait ce qu'on appelle un gain en capital. Le gain en capital est moins taxé, moins imposé que le salaire, par exemple. Alors, ça peut être une façon intéressante de faire des revenus. Lorsqu'on détient des actions ordinaires ou privilégiées, on a possiblement droit à des dividendes. Des dividendes, c'est des parcelles de profit qui sont remis aux actionnaires. Alors, certaines entreprises réinvestissent leurs profits pour accroître leur capacité à produire, donc ce qu'on appelle les bénéfices non répartis. D'autres entreprises, en fait, une autre possibilité pour une entreprise, c'est de verser à ses actionnaires une récompense qu'on appelle un dividende. Le plus souvent, va être remis à tous les 3 mois. Donc, pourquoi détenir des actions? Ça confère un droit de vote, sauf pour des actions qu'on appelle actions subalternes. Et aussi, les actions, c'est un traitement fiscal intéressant pour les gains à dividendes ou les gains en capital qui sont moins imposés que les salaires ou les revenus d'intérêt en général. Est-ce que c'est risqué de détenir des actions? Oui. Les paiements de dividendes peuvent cesser à tout moment. Si l'entreprise cesse de faire des profits, si l'entreprise décide de cesser de verser des dividendes aux actionnaires, bon, il y a ça devient moins intéressant. Le prix de l'action peut chuter, ce qui impliquerait aussi des pertes en capital. Si vous vendez votre action moins cher que vous ne l'avez préalablement payé, vous allez faire ce qu'on appelle une perte en capital. L'entreprise pourrait faire faillite. À ce moment-là, vos actions pourraient ne plus rien valoir du tout. Et dans le cas d'une dissolution de l'entreprise, ben, lorsque l'on est un actionnaire ordinaire, on est dans la pire situation puisque l'ordre de priorité ne favorise pas le détenteur d'actions ordinaires. On rembourserait dans l'ordre suivant, en fait, lors d'une faillite. Premièrement, on rembourserait les créanciers. Deuxièmement, les détenteurs d'obligations. Troisièmement,
les détenteurs de débentures, qui sont en fait des obligations, mais sans garantie sur les actifs. Et enfin, les actionnaires privilégiés seraient tous remboursés avant le détenteur de l'action ordinaire. Donc, c'est certain que c'est plus risqué d'avoir une action ordinaire que d'autres types de placements. Par contre, comme c'est plus risqué, il y a une récompense qui est plus grande. Donc, les titres les plus risqués sont ceux qui peuvent procurer le meilleur rendement en général, et les titres les moins risqués sont ceux qui procurent les rendements les plus modestes. Alors, il est intéressant de chercher à distinguer les actions selon le risque qui leur est associé. Les sous-catégories que vous voyez à l'écran ne sont pas parfaitement étanches, mais elles devraient aider l'investisseur à savoir ce qu'il achète et à mieux comprendre le risque qu'il s'apprête à prendre. Acheter des actions, ce n'est pas nécessairement quelque chose de toujours très risqué. Il y a une panoplie de possibilités pour l'investisseur. On peut être un investisseur prudent et acheter des actions. Alors, fort heureusement, il existe différentes catégories d'actions. Alors, lorsque vous achetez une action, vous vous apprêtez à le faire, c'est pas mauvais du tout d'essayer d'établir Dans quelle catégorie l'action que vous voulez acheter se trouve-t-elle. ça va vous permettre de mieux évaluer le risque. On a des actions de première qualité qu'on appelle aussi en anglais des blue chips. Alors, les auteurs du domaine de la finance, Bourget et Lahoud, considèrent que Les entreprises de première qualité ont généralement un actif qui est globalement supérieur à 10 milliards de dollars et que depuis de nombreuses années affichent une progression continue et constante en ce qui a trait aux ventes et à leurs profits. Alors, ces entreprises-là peuvent d'habitude afficher aussi un historique régulier là, de versement de dividendes qui démontre une croissance euh, quand même sans trop d'interruptions. Et ces entreprises-là ont atteint un stade de maturité et occupent le plus souvent une position de force dans leur secteur d'industrie. Alors, on peut penser à la Banque Royale, euh, à McDonald's, à des entreprises importantes. On en retrouve beaucoup dans l'indice boursier Dow Jones. Alors, ce sont des entreprises qui sont intéressantes pour le fait qu'elles versent généralement des dividendes de façon assez régulière et elles sont établies. les entreprises de première qualité ne sont pas celles qui offrent les meilleures perspectives de gains en capital ou qui rémunèrent l'actionnaire des meilleurs dividendes. C'est pas pour ça qu'on les achète. Remarquez qu'elles peuvent aussi voir les dividendes augmenter ainsi que les gains en capital, mais leur risque est relativement modeste. C'est ce qui les rend intéressants. Un rapport risque-rendement qui peut être parfois franchement intéressant. Les actions à revenus, ce sont des actions ordinaires ou privilégiées. Ils ne sont généralement pas recherchés pour leur fort gain en capital, mais bien parce que leurs rendements en dividendes sont élevés. Alors, le rendement en dividendes s'obtient par un calcul assez simple. On prend le dividende annuel et on divise par le prix de l'action. Et donc, les actions à revenus vont offrir des rendements en dividendes généralement donc plus importants. Ces actions à revenus sont corrélées ou influencées par les taux d'intérêt en général dans l'économie. Euh, Lorsque les taux d'intérêt sont à la hausse, le plus souvent, ces actions à revenus pourraient être affectées à la baisse par pure substitution. Les gens pourraient se départir de leurs actions à revenus pour aller acheter des titres plus sécuritaires procurant un rendement, par exemple, similaire. Lorsque les taux d'intérêt sont à la baisse, ces actions à revenus seront influencées à la hausse. Nous verrons que ces actions à revenus se comportent un peu comme les titres obligataires.
Et il faut faire attention ici, lorsque l'on parle d'action à revenu, ce n'est pas parce que le rendement en dividende est élevé que nous avons ici une action qui réellement procurerait un revenu stable. Certaines entreprises sont en difficulté financière et leur cours peut avoir baissé fortement, ce qui se traduira par un rendement en dividende affiché qui sera élevé. Mais ça ne signifie pas nécessairement que ce dividende va effectivement être versé au moment choisi. Alors, les dividendes peuvent cesser à tout moment. Alors, certaines entreprises, prenons par exemple Macy's en l'an 2020, offrait un dividende très intéressant. De mémoire, c'était plus que 20 mais au moment de la crise financière et économique occasionnée par les choix gouvernementaux en matière de lutte à la pandémie, les paiements de dividendes allaient complètement cesser pour l'action de Macy's. Alors, il faut faire attention. Parfois, le rendement sur le dividende est élevé, pas parce qu'on a vraiment une entreprise à revenus, et c'est parce que l'entreprise est possiblement en difficulté financière. Ce qui se traduit par un prix de l'action qui est moins élevé. Et quand le dividende n'a pas été encore annulé, ça donne l'impression d'un rendement élevé. Alors, avant de sauter aux conclusions, avant d'acheter l'action, avant de croire qu'on a un titre d'une action à revenu, il faut faire évidemment quelques vérifications. Alors, les actions défensives ou acycliques, maintenant. Alors, lorsque survient une récession et que par conséquent la production a tendance à chuter, les cours boursiers chutent, mais les détenteurs d'actions défensives vont voir le cours de leur action chuter moins que les autres actions. Alors, acyclique, on a des secteurs acycliques, ce sont des secteurs qui sont moins ou pas ou peu affectés par les cycles économiques. Alors, certaines catégories de biens de consommation, des biens non durables, le papier de toilette, par exemple, les entreprises produisant du papier de toilette ou de la nourriture, c'est moins affecté, ça, par les récessions parce que les gens doivent se nourrir et doivent, disons, s'essuyer. Alors, il y a certaines catégories d'items qui sont moins sensibles aux récessions, ce qui impliquera que ces titres seront plus stables, contrairement aux actions cycliques qui vont fortement augmenter en phase d'expansion économique, par exemple les fabricants d'automobiles, mais qui vont baisser de façon beaucoup plus forte que les autres actions lors des récessions. Alors, les biens durables, les électroménagers, les meubles, des items comme ceux-là vont être affectés davantage par les cycles économiques. Nous verrons la question des cycles économiques plus tard. Les actions à croissance rapide, ce sont des titres souvent dans les nouvelles technologies. Ce sont des entreprises souvent nouvelles qui représentent un potentiel très intéressant de gains en capital. Ce sont des entreprises plus rentables qui versent généralement moins de dividendes. Ce sont des entreprises qui cherchent à connaître une croissance. Alors, les gains en capital sont... Le risque est plus important ici, mais la récompense en gains en capital le sera également. Et enfin, les actions spéculatives, ce sont souvent des actions dans le secteur minier. Ou des entreprises qu'on appelle des penny stocks, des entreprises dont l'action se vend à moins de 1 $. Alors, vous imaginez que quand on a une entreprise minière qui découvre un filon d'or, le cours va exploser. Ça peut être une façon incroyable de s'enrichir, mais vous comprendrez qu'il y a aussi énormément de risques ici. Il y a certaines actions spéculatives qui ne sont pas des entreprises minières, qui sont même des vieilles entreprises, des entreprises établies, mais qui sont en difficulté financière. Alors, l'action spéculative va attirer l'investisseur qui est prêt à prendre un risque sur une entreprise, croyant qu'il pourrait y avoir un turnaround, une situation qui sauverait une entreprise en difficulté financière. Alors, en résumé, différentes catégories d'actions, différents risques, différentes possibilités.
Alors, ce serait intéressant et on va apprendre à se familiariser avec tout ça, mais de voir un peu ici toutes les sous-catégories qui existent et il y en a pour tous les goûts. Alors, on peut être un investisseur prudent, on peut être un investisseur qui aime le risque. On peut vouloir diversifier ses risques en choisissant différents types d'actions ici.